Mais comment expliquer une telle culture de prise de risque chez Crédit Suisse? C'est probablement la question la plus difficile. Si on essaye de comprendre, je pense vraiment que ce genre de choses arrive insidieusement. Et quand ça continue, et que personne ne crie stop, ni à l'intérieur de l'entreprise, ni à l'extérieur, ni dans les médias, ni en politique, ni des surveillants du marché, alors une sorte de pourrissement peut se développer. Tout Crédit Suisse est devenu pourri. Et cela ne peut pas s'expliquer autrement. S'ils sont toujours présents dans tous les scandales, presque tous, les gros, en tant que banque suisse, avec une conception suisse de la qualité, alors vous n'êtes fondamentalement plus correct. Vous n'êtes plus réglo. Et pendant ce temps, c'est la fête au bonus. Selon nos confrères du Tages-Anzeiger qui ont pris leurs calculettes, les top managers de Crédit Suisse, dont les PDG et les présidents de conseils d'administration, se sont distribués 32 milliards de francs de rémunération ces 10 dernières années. Les bonus, les rémunérations sont grotesques. Finalement, ce sont les contre-performances qui ont été récompensées. Qui peut comprendre cela ? À ce stade, vous vous demandez sûrement pourquoi on ne pose pas cette question à Crédit Suisse. On a bien essayé. Malgré notre insistance pendant des semaines, ils ont décliné toutes nos demandes d'interview. Mais les top managers sont-ils seuls coupables d'avoir coulé le paquebot Crédit Suisse en perdition? Dans le fonctionnement d'une banque comme Crédit Suisse, les actionnaires sont les propriétaires, surtout les plus gros. Chaque année, lors de l'Assemblée générale, ils élisent le conseil d'administration et votent les rémunérations, y compris les bonus. Vincent Kaufmann est un habitué des assemblées générales. Il est directeur d'Ethos, une fondation pour l'investissement responsable qui depuis longtemps alerte des dérives de la banque. L'Assemblée générale joue un rôle très important. C'est pour ça qu'Ethos, durant les années, s'est opposé à plusieurs reprises à la décharge, aux rémunérations. Même en 2011, à l'époque, nous avions contesté une augmentation de capital qui servait à financer la banque d'investissement. Et nous, déjà à l'époque, on disait c'est la mauvaise stratégie. Donc là, les actionnaires ont aussi une responsabilité. Oui, ils ont été beaucoup trop attentistes par rapport à la dégringolade de la banque. Ils auraient dû prendre des mesures plus rapidement. Rien que l'année passée, à l'Assemblée 2022, Ethos avait proposé une demande de contrôle spécial pour enquêter notamment sur l'affaire Greensill. Et là, malheureusement, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais seulement 10% des actionnaires nous ont soutenus. On l'a compris, la réputation de Crédit Suisse est sérieusement entachée par les scandales. Mais ça dure depuis des années. Pourquoi la chute intervient-elle mi-mars 2023 ? 3 éléments vont aggraver la crise de confiance. Le premier remonte à décembre 2022. La puissante Fed, la banque centrale américaine, exige sèchement de Crédit Suisse qu'elle revoie son plan en cas de crise financière, car son scénario est qualifié de pas crédible. Il semblerait que Crédit Suisse ait loupé son examen. En 2022, elle devait refaire son test. Donc là, les autorités américaines ont été assez sévères en identifiant des défaillances dans les systèmes de Crédit Suisse et en leur demandant de revoir leur copie. Deuxième élément, début 2023. Plusieurs banques régionales américaines, dans la Silicon Valley Bank, dégringolent au risque d'entraîner d'autres banques dans leur sillage. Or, le monde bancaire, c'est comme dans la savane, c'est la loi du plus fort. Il ne faut effectivement pas s'étonner quand tout s'écroule et que la tempête arrive, c'est le plus faible qui est frappé. Et Crédit Suisse était tout simplement le plus faible. Troisième élément, le 14 mars 2023. Crédit Suisse publie son rapport annuel et à la page 431 bien caché, ce paragraphe. Vous êtes la présidente de cette commission, Isabelle Chassot, bonsoir. Bonsoir. Conseillère aux États du Centre fribourgeoise. C'est la 5e commission parlementaire de l'histoire de la Suisse. Ce qu'il faut retenir finalement de cette débâcle, c'est que les dirigeants de Crédit Suisse ont précipité sa chute et les autres ont fait ce qu'ils ont pu.
Non, ce qu'il faut retenir en premier lieu, et vous l'avez indiqué, c'est que la responsabilité pour la chute du Crédit Suisse appartient effectivement à son management, à son conseil d'administration, à ses responsables qui ont agi d'une manière particulièrement irresponsable pour ce qui a été notamment de la gestion financière de la banque, de la gestion des bonis, qui a entraîné scandale sur scandale. Il n'en reste pas moins, et c'était important pour la commission d'enquête parlementaire, nous sommes retournés en 2015, c'est le premier rapport que le Conseil fédéral a fait sur la mise en œuvre de la nouvelle législation qui a été dit too big to fail, qu'à partir de là, nous examinions effectivement les développements, nous examinions le travail de chacune des autorités. C'est relativement large, nous l'avons dit, on a parlé de l'affinement, on a parlé de la Banque nationale, on a parlé évidemment du Conseil fédéral, du département fédéral des finances, on a aussi parlé de l'autorité de surveillance des révisions et nous avons examiné chacun des acteurs dans ces données. Et là, nous avons perçu un certain nombre d'éléments critiques qui nous paraissent... Allez-y. Pardon. D'éléments critiques qui ne sont pas causales pour la chute du Crédit Suisse, mais qui demandent aujourd'hui des améliorations sur lesquelles je pense nous allons revenir. Eh bien, parlons de la FINMA pour commencer. Le gendarme des marchés financiers qui a, le rapport le dit plusieurs fois, demandé des changements à Crédit Suisse qui n'ont pas été entendus. Crédit Suisse n'a pas changé. Finalement, la FINMA, elle ne fait pas si peur que ça ? La FINMA a beaucoup fait. Elle s'est beaucoup occupée du Crédit Suisse. Elle s'en occupait même quasiment exclusivement pendant une certaine période. Si vous reprenez le rapport et dans sa lecture, vous le voyez que chaque année, il envoyait aussi ce qu'on appelle une lettre d'intention, assessment letter, pour aussi dénoncer la situation au Crédit Suisse, pour lui demander aussi de rétablir la question aussi des fonds propres, la question de la problématique des liquidités, pour faire face aussi à la question de la banque d'investissement qui était beaucoup trop importante, pour prendre que quelques exemples. Et vous avez en face une banque qui en prenait acte. Il y a eu 11 procédures, ce qu'on appelle l'enforcement, qui est la possibilité la plus élevée qu'a la FINMA pour intervenir, sur lequel elle n'est pas toujours arrivée non plus au bout. Parfois, les changements ont eu lieu et parfois, c'est un peu une réalité aussi, où les gens partaient avant qu'on leur dise de partir également, ce qui interrompait aussi en partie les procédures. Et c'est là où nous avons constaté, en partie, nous l'avons appelé ainsi une inefficacité partielle de l'activité de surveillance. Elle est due à la fois probablement au fait que la FINMA n'a pas toujours utilisé l'ensemble de ses instruments. Et là, j'aimerais bien que l'on mentionne aussi le fait qu'il y a eu aussi évidemment de la part de la FINMA, cela a été dit, nous l'avons mentionné aussi, un appui qu'elle a estimé à un moment donné plus difficile de la part du Parlement et de l'autorité politique. Justement, pour une autorité indépendante. Parlons Isabelle Chassot de l'autorité politique et du Conseil fédéral en l'occurrence, ou plutôt de l'ancien ministre des Finances, Uli Maurer. Il était au courant de la situation. Il n'a pas suffisamment informé ses collègues. C'est aussi ce qui ressort de ce rapport. Au moment de passer les clés de son département à Karine Keller-Souter, il aurait même dit fin décembre que la situation de Crédit Suisse était stable. Est-ce qu'il a commis une erreur, une faute grave ? Non, je l'ai déjà aussi dit, il n'y a pas de faute causale d'aucune des autorités dans ce dossier. Ce que nous avons constaté, parce qu'il y a des améliorations qui doivent être apportées, c'est évidemment la transmission du département. Il y a la question de ce qu'on a appelé les rencontres informelles, les non-meetings. Ce qui faisait le plus défaut était le fait de relayer les informations dans les organes qui étaient chargés de l'organisation, notamment aussi de la préparation des stratégies pour la crise. Tout est bien en soi sur le papier réglé, encore faut-il que les autorités travaillent ensemble, collaborent entre elles, communiquent aussi les différents éléments. Les scénarios étaient en train d'être préparés depuis le mois d'octobre, donc en soi, on se préparait au fait qu'une crise allait venir, mais malheureusement, le seul qui devait prendre les décisions à un moment donné, le Conseil fédéral, lui, n'avait pas toutes les informations. C'est quand même fou de se dire que sur la situation de Crédit Suisse, qui était une banque too big to fail, d'importance systémique, que la communication ne passe pas. Non, la communication passe, mais elle passe parfois de manière insuffisante. Elle passe aussi parce qu'il faut bien voir que chacune de ces informations a évidemment des effets aussi sur les bourses, donc il faut être extrêmement attentif aussi qui les reçoit et de quelle manière. Mais il était important, et c'est ce que je dis, le Conseil fédéral à un moment donné devait avoir les informations suffisantes qui lui permettaient aussi de se préparer et de ne pas penser qu'on allait pouvoir trouver des solutions aussi aisément pour le Crédit Suisse. Nous sommes d'avis que là, il y a des améliorations à apporter assez importantes. Son rapport. Selon ses investigations, c'est d'abord la mauvaise gestion de la banque pendant des années qui est à l'origine de cette crise. Mais les autorités fédérales sont aussi pointées du doigt pour des manquements à plusieurs niveaux. Bonsoir Julien Bangerter.
Bonsoir. À Berne également, c'est à Berne que ça se passe ce soir. Alors, qui est responsable du naufrage de Crédit Suisse selon ce rapport ? Eh bien, les dirigeants de la banque. D'abord, une mauvaise gestion durant plusieurs années. Entre 2010 et 2022, Crédit Suisse a versé plus de 39 milliards de bonus et enregistré des pertes presque aussi élevées. Mais ce rapport se penche avant tout, c'est son rôle, sur le rôle justement des autorités. Elles ne sont pas exemptes de tout reproche, notamment la FINMA, c'est le gendarme, l'autorité de surveillance des banques. Dès 2015, elle adresse ses exigences envers Crédit Suisse durant des années, mais sans effet. Le rapport donne l'impression d'un sentiment d'impunité de Crédit Suisse face à son régulateur. Et puis, erreur lourde de conséquences, en 2017, la FINMA a autorisé un assouplissement sur les fonds propres de Crédit Suisse, ce qui a permis de cacher la situation réelle de la banque. Et qu'en est-il des autorités, Julien ? Eh bien, l'encadrement global des grandes banques dites too big to fail a été